Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous recevoir dans votre bureau du Quai d'Orsay. Vous revenez des pays du Golfe, d'Arabie Saoudite, du Koweït, du Qatar, l'Arabie Saoudite et le Qatar qui s'affrontent en ce moment. Pour nous, pour la région, c'est une crise qui est grave, peut-être majeure. Est-ce que vous revenez inquiet, vous? Je reviens préoccupé parce que les tensions entre ces différents pays membres du Conseil de coopération du Golfe, ces tensions sont grandes, dans l'opinion publique aussi, et les voies de sortie de crise sont étroites. Je reviens préoccupé surtout parce que nous sommes dans une région de crise. Il y a la crise du Yémen, il y a la situation en Irak, il y a la situation en Syrie, il y a les fragilités globales du Proche-Orient, et puis au milieu de tout ça, on rajoute une crise aux crises, au pluriel. C'est ce qu'on est en train de vivre. Et là, donc quand vous dites préoccupé, c'est un peu l'ambiance du Quai d'Orsay, oui, sinon vous êtes très préoccupé. Très préoccupé par les difficultés de trouver une voie de sortie. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn ont décidé des mesures fortes à l'encontre du Qatar, c'est-à-dire la fermeture des frontières, des mesures de rétorsion économique, des séparations de familles. C'est-à-dire, on appelle ça du blocus, un blocus? C'est des mesures de rétorsion économique très significatives, difficultés de circulation aérienne, bref, une forme d'isolement du Qatar. Et des pays de bonne volonté, comme le Koweït, essayent de trouver les voies d'une médiation. Le président de la République, Emmanuel Macron, a appelé l'ensemble des hauts responsables de ces pays. Pourquoi ils s'intéressent tant à l'affaire? Parce que ce sont des amis de la France. Nous avons avec chacun de ces pays une histoire, une collaboration, des relations fortes, à la fois dans le domaine économique, dans le domaine culturel, dans le domaine militaire. Nous parlons avec les uns et les autres, et le président de la République a parlé avec les uns et les autres pour essayer de trouver une voie permettant de faire tomber les tensions et permettant de retrouver entre ces pays un mode normal de collaboration. Vous avez cité les trois pays, plus l'Égypte avec votre ami le président Sisi. C'est une confrontation avec le Qatar qui est un petit État, mais qui est riche, qui est à la limite insolent. Et on voit bien qu'il y a une hégémonie régionale cherchée par l'Arabie Saoudite et qui veut soumettre le Qatar. C'est une crise de confiance. C'est une crise de confiance qui est surtout centrée sur la manière dont les uns et les autres perçoivent ce que l'on appelle l'islam politique et l'avenir de l'islam politique. Il y a des inquiétudes d'un côté et des déclarations d'innocence de l'autre. Il faut donc essayer de faire en sorte qu'ils se comprennent et que des mesures de confiance soient mises en œuvre pour aboutir à une solution, c'est quoi, une solution plus calme. Les mesures de confiance, c'est à l'émir du Koweït d'essayer de les trouver avec les différents partenaires. Qu'est-ce qu'ils demandent? Quelles sont leurs lignes rouges? Comment peut-on agir? Mais là, on est au bord de la guerre. Non, quand on le voit de l'extérieur. On n'est pas au bord de la guerre. Est-ce qu'il peut y avoir une intervention militaire de l'un contre l'autre? Je n'y crois pas. Je ne crois pas à une intervention militaire des uns contre les autres. Mais par contre, ce qui est très préoccupant, c'est le fait que cette confrontation, à la fois économique, à la fois idéologique, à la fois verbale, à la fois médiatique, se développe dans une région où les crises sont nombreuses et où le terrorisme est présent. Dans l'immédiat, ils ne sont pas prêts de se réconcilier. Il y aura peut-être quelques petites fenêtres d'ouverture que l'émir de Koweït va essayer d'utiliser mais ça va prendre du temps. Oui, il y a déjà eu des crises, ce n'est pas la première. Oui. En 2014, mais celle-là, c'est la plus grave. Parce qu'il y a un changement de pouvoir aussi en Arabie et puis il y a un changement on va le voir. Mais il y a un changement de temps et puis il y a un changement de mesure. C'est-à-dire que c'est la fermeture des frontières, c'est pas uniquement le rappel des ambassadeurs, c'est la fermeture des frontières. Et c'est des mesures de rétorsion. L'affaiblissement et l'isolement, comme vous avez dit. Alors, bon... le Qatar est accusé de financer et d'encourager le terrorisme. Oui, mais j'ai toujours entendu, vu, lu les déclarations de l'émir du Qatar, l'émir Tamim, mais des hauts responsables aussi, que j'ai pu recevoir, comme quoi ils s'étaient opposés à toute organisation terroriste, à tout financement du terrorisme. Et donc leur responsabilité, c'est de faire en sorte que leurs déclarations soient vraiment effectives et qu'ils contrôlent la mise en œuvre de leurs déclarations. Donc ils ont annoncé qu'ils allaient prendre des mesures complémentaires de rigueur sur le financement de ce qu'on appelle les associations caritatives. Il faut qu'ils le fassent qui financent le terrorisme. C'est-à-dire quand ils disent qu'ils ne financent pas le terrorisme, est-ce que vous les croyez? Est-ce qu'il faut les croire? Moi, j'ai tendance à croire ce que disent des responsables politiques avec qui je suis en relation depuis longtemps. C'est vrai pour le Qatar comme c'est vrai pour l'Arabie Saoudite ou les Émirats.
Faut-il encore que tout le monde apporte les preuves? Eh bien, l'émir du Koweït, dans sa mission de médiation, il a aussi cette mission. Faisons en sorte que les preuves de ce que disent les uns et les autres soient mises sur la table et soient connues de tous. Parce que l'Égypte de Sisi, elle aussi est engagée parce qu'elle lutte à mort contre les frères musulmans. S'est engagée dans cette affaire alors qu'elle n'est pas membre du Conseil de coopération du Golfe, parce qu'elle est inquiète de ce que j'appelle l'islam politique, et donc il souhaite qu'il y ait une clarification. Je pense que c'est une crise de confiance. J'ai quand même le sentiment que dans les déclarations des uns et des autres, il y a parfois des moments de bonne volonté, tels que je les ai perçus dans les entretiens que j'ai pu avoir au plus haut niveau pendant le week-end dernier. Le président de la République, quand il a les principaux protagonistes au téléphone, constate la même chose. Maintenant, c'est de la responsabilité des acteurs. Ce n'est pas à la France de se substituer à la médiation. La médiation, elle est confiée à l'émir du Koweït. Nous soutenons l'émir du Koweït. Nous pouvons être facilitateurs. La France est le seul pays occidental à être accepté, comme vous dites, comme facilitateur aux côtés du Koweït. Pourquoi vous? Parce que nous parlons à tout le monde. Et parce que nous avons des accords avec tout le monde, parce que nous avons une histoire avec chacun de ces pays, que ce soit le Qatar, les Émirats, l'Arabie Saoudite, ou le Koweït, ou le Sultanat d'Oman, puisqu'on n'en a pas parlé et qu'il est aussi présent. Chacun accuse l'autre de financer le terrorisme, l'encourager d'être l'allié pour le Qatar, de l'Iran, etc. Est-ce que notre ennemi de la France ne change pas? Notre ennemi, c'est Daesh. Notre ennemi, c'est le terrorisme. Notre ennemi, c'est le terrorisme. Où qu'il se trouve, où qu'il se cache. Et nous devons tout faire pour combattre le terrorisme. On en parle un peu moins les temps derniers du terrorisme. Or, il est toujours présent. Alors, Daesh connaît heureusement des défaites, des régressions considérables. Et la prise de Mossoul est un exemple très significatif, Raqqa, même très emblématique. Vous nous aviez dit Mossoul tombera, je m'en souviens, avant l'été, c'est fait. Raqqa, vous m'aviez dit... Avant la fin de l'année. Ça sera fait. Bon, pour l'instant, l'agenda Le Drian de non, ce c'est point pas de l'agenda vue-là. Le Drian, c'est l'agenda de la coalition et c'est l'agenda des autorités irakiennes. Mais est-ce que même des faits comme aujourd'hui, Daesh reste notre ennemi? Parce qu'il est en train de connaître une mutation. Est-ce qu'il reste l'ennemi de la France et de l'Europe? Ce n'est pas fini. La prise de Mossoul engendre un certain nombre de considérations qu'il faut absolument prendre en compte. D'abord, la sécurisation. Ce n'est pas parce que Mossoul est tombé qu'en Irak, il ne se passe plus rien. Il y a encore des poches. Ce n'est pas parce que Mossoul est tombé que Daesh va uniquement se concentrer sur Raqqa. Ils peuvent se regrouper ailleurs, donc il faut poursuivre les combats et poursuivre l'élimination de ces groupes terroristes, d'une part. Mais il faut en Irak, et c'est ça notre principale préoccupation, faire en sorte que les conditions de retour à la sérénité soient établies. Ça veut dire aider les déplacés, ils sont très nombreux, 450 000 de sorties de Mossoul, et reconstruire. Et on aura une place, nous, dans la reconstruction, ce seront les Américains et les Russes qui vont. J'espère bien que nous tiendrons toute la place, nous sommes membres de la coalition, et nous avons aussi une relation historique avec l'Irak. Et surtout, en Irak, faire en sorte qu'il y ait une réconciliation entre les différentes communautés. Non, c'est immédiat. Oui. Qui va diriger Mossoul demain matin? On va en parler. Où va être la gouvernance? Et ça, c'est une préoccupation très importante, parce qu'il serait dramatique que si on ne met pas en place les conditions de la réconciliation entre les Kurdes, les chiites, les sunnites, les chrétiens, les yézidis, en Irak, je parle que de l'Irak, où il y a un gouvernement reconnu, alors on peut avoir demain d'autres résurgences, d'autres formes de... Oui, parce que demain, il y aura d'autres résurgences, d'autres formes de terrorisme. D'où l'importance de la réconciliation. Je ne sais pas si c'est une anecdote, mais l'Arabie saoudite et ses alliés demandent à la FIFA d'annuler le mondial de football en 2022. Il y a le téléphone qui sonne, c'est peut-être... Trump ou son ministre qui vous appelle, ou Poutine ou Lavrov. Bon, la question est, est-ce que la France peut s'associer à une telle demande d'annuler le mondial de football? Non, je n'ai jamais entendu parler de cette demande de la part de l'Arabie saoudite. Je crois qu'en plus, elle n'est pas très bienvenue et que par ailleurs, la France est membre de la Fédération internationale de football. Les choix ont été faits et la Coupe du Monde, elle aura bien lieu au Qatar. Oui. Ça, la France a cette position-là. Vous accompagnez constamment le président de la République, Emmanuel Macron. Il continue la diplomatie française, mais est-ce qu'il est en train de l'inverser et d'une certaine façon de la réinventer, la doctrine Macron? La doctrine Macron, c'est le pragmatisme, le positionnement sans tabou et le maintien des fondamentaux. Moi, je suis très frappé de cette détermination.
Et donc, je l'ai vu à l'œuvre dans différentes circonstances. Et du coup, on parle avec tout le monde, sans renier nos propres convictions. Vous êtes là quand à Hambourg, il y a le G20, quand il parle avec... Quand il parle avec le président Poutine, il dit les choses clairement, il affiche les points de désaccord, que ce soit par exemple sur la cybersécurité ou sur l'Ukraine, mais il dit au président Poutine, on peut peut-être sur d'autres sujets faire un cheminement ensemble et peut-être se poser ensemble la question de la fin de la crise en Syrie, qui est un vrai sujet. Qu'il ne fait rien comme les autres parce qu'il ose tout. Vous avez senti un peu ça? Il est sans tabou et il prend les initiatives qu'il considère essentielles à la paix et à la place de la France dans le monde. Ça c'est gentil, mais en quoi il vous surprend? Si d'ailleurs il vous surprend? Il me surprend dans l'audace de ses affirmations publiques à l'égard d'interlocuteurs avec lesquels il a des désaccords réels, et il les dit. Et en même temps, il leur propose de parler de sujets sur lesquels on peut avoir des accords et essayer d'avancer sur ce sujet. C'est un pragmatisme. À chacun les vérités qui font mal, mais en même temps, il multiplie les égards. Il dit les vérités qui font mal sans se cacher. Il annonce les points de désaccord sans ambiguïté. Ils sont connus, il vaut mieux les dire. Et il annonce en même temps la volonté de la France sur les sujets sur lesquels il peut y avoir un accord, de travailler ensemble, toujours dans l'intérêt de la paix, de la sécurité, dans l'intérêt de la protection des Français, de la place de la France dans le monde et de la place de la France en Europe. C'est sans arrêt sa ligne de conduite, et c'est assez appréciable. Là, on attend des résultats, je veux dire, à terme, pas tout de suite. Mais est-ce que le tapis rouge aux Invalides, le tapis rouge surtout à Versailles, l'accueil des uns et des autres à Benjamin Netanyahu, ça va aboutir à quelque chose qui va bouger? Très concrètement, le fait que le président Poutine soit venu à Versailles a permis de renouer la conversation avec la Russie. Elle n'était pas complètement disparue, mais elle était quand même très, très épisodique et aussi très dure jusqu'à présent. Bon, il y a des sujets de désaccord, on les connaît. On essaiera peut-être de progresser, mais on les connaît. Mais il y a des sujets sur lesquels on peut travailler ensemble, en particulier la Syrie. Et depuis ce déplacement du président Poutine, des relations se sont créées. C'est-à-dire concrètement, essayer de voir comment est-ce qu'on peut sortir de cette situation dramatique de la souffrance et du désastre de la Syrie. Plus de 300 000 morts, 5 millions de déplacés. Maintenant, on a assez lui aussi. Ça veut dire qu'on en parle et qu'il y a peut-être, parce que la Russie a une place significative dans cet espace, qu'il y a peut-être maintenant des conditions qui sont en train de se réunir pour qu'on puisse trouver une sortie de crise et une transition politique. C'est pour ça que nous avons, nous, 2 lignes rouges dans cette affaire, que le président Macron a exposées très clairement au président Poutine, mais aussi au président Trump, parce qu'ils ont aussi évoqué cette question. On a 2 lignes rouges majeures. C'est l'usage des armes chimiques, la condamnation, le démantèlement de toutes les armes chimiques que le régime peut posséder. Ça, c'est entre autres en direction du président Poutine. Et puis aussi le fait que le soutien humanitaire puisse, dès à présent, dès qu'il y a des cessez-le-feu, puisse être acheminé sur toutes les populations civiles. Ça, c'est les principes fondamentaux. À partir de là, est-ce que l'on peut parler avec les uns et les autres pour faire avancer une solution de paix et en même temps une solution qui évite le terrorisme? Parce que moi, ma ligne de conduite, c'est toujours comment est-ce qu'on fait pour éviter le terrorisme. Et si on laisse la Syrie telle qu'elle est, et pour avoir demain le terrorisme ici. Dans quelques minutes. Mais je reviens là-dessus parce que c'est essentiel. Comment est-ce que l'on fait? On sait que maintenant, l'enjeu syrien, il est devenu internationalisé. Il y a les Russes, il y a les Iraniens, il y a les Américains, il y a nous, il y a beaucoup d'acteurs, il y a les Turcs. Il faut que nous puissions mettre en place un groupe de contact des puissances concernées pour qu'elles puissent faire des propositions aux Syriens. Nous pensons, en particulier les pays qui sont les pays titulaires permanents des Nations Unies, dont la Russie. Et il y a quelques mois, on ne pouvait pas parler comme ça avec les Russes. Aujourd'hui, on en parle. Et peut-être qu'il y a là l'initiative possible demain d'un règlement de paix. L'effet Versailles. Je ne sais pas si c'est l'effet de Versailles, mais c'est en tout cas l'initiative qu'a pris le président Macron et qui suppose que l'on ne mette pas à ce moment-là de préalable à la discussion. C'est qu'on ne dise pas on fait tout ça à condition que Bachar s'en aille. Non, Bachar, c'est pas la solution. Bachar n'est pas la solution. Macron, la France a changé de position à l'égard de Bachar al-Assad. Elle n'en veut pas,
mais elle ne cherche pas comme préalable son élimination. Ça fait 5 ans que l'on dit, et il faut que Bachar s'en aille. Bachar est toujours là, et il y a de plus en plus de morts. Donc il faut trouver des voies. Et en plus, les risques sur notre propre sécurité, avec le terrorisme qui se maintient, les groupes de l'opposition qui se deviennent de plus en plus radicalisés. Mais est-ce qu'on peut imaginer des phases de désescalade auxquelles les Russes participent? Ça a commencé. Ça a commencé. Il y a dans le sud de la Syrie aujourd'hui une zone de désescalade qui a été permise par un accord entre les Russes, les Jordaniens et les Américains. On peut en faire d'autres sous la réserve que ces zones puissent être accessibles à l'humanitaire. Et dans ces conditions-là, c'est un pas en avant. Mais le règlement politique, il viendra difficilement des acteurs syriens eux-mêmes en ce moment. Il faut que les nations directement concernées, les puissances directement concernées, mettent tout leur poids, et ça veut dire la présence russe et américaine. Donc il fallait parler à tout le monde. Jean-Yves Le Drian, le sort du chef d'état-major actuel des armées, le général Séma Pierre de Villiers, est probablement en train de se jouer. Avec François Hollande, et vous l'avez connu, vous étiez son chef direct. Combien de temps vous avez travaillé ensemble? Depuis que j'ai été nommé ministre de la Défense par François Hollande en 2012, donc pendant les 5 ans de ma responsabilité sous ses ordres, sous les ordres du président de la République, j'ai toujours travaillé. Nous avons travaillé ensemble pendant 5 ans. Quel genre de chef militaire? Le général de Villiers était major général quand je suis arrivé dans mes fonctions, et puis il a été nommé par le président de la République chef d'état-major des armées. C'est un grand soldat. C'est un homme d'une très grande intégrité, d'une très grande exigence, avec qui j'ai eu des relations extrêmement fortes, parce qu'on a traversé des grands moments d'épreuve dans les guerres, dans les attentats, dont on se souviendra l'un et l'autre très longtemps. Oui, des opérations extérieures avec le Levant, l'Afrique, la Centrafrique. Et puis on a eu des moments de joie, des moments de passion. Bref, j'ai beaucoup d'estime pour le général de Villiers. Ensemble, vous avez souvent défendu vos budgets. Oui. Oui. Et il parlait toujours comme ça? Cru? Il a toujours eu une clarté du verbe qui lui appartient. Ouais. Il réclame des sous pour les armées et pour la sécurité. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? D'être maladroit et sincère, ou d'être sincère et maladroit? Oui, je pense qu'il a constaté manifestement un désaccord avec le chef de l'État. Peut-être qu'il y a eu une ambiguïté, je ne sais pas. Il ne m'appartient pas de juger, je ne suis plus dans les fonctions de ministre des Armées. Moi, ce qui m'a quand même marqué dans cette affaire, c'est le fait que le président de la République, lors de son discours aux armées le 13 juillet au soir, s'est engagé solennellement sur le fait que la trajectoire financière des dépenses que la nation doit consacrer à ses armées atteindra 2% du produit intérieur brut de la France à horizon 2025, c'est-à-dire ses engagements de campagne. Et que ça commencera dès l'année 2018, avec une progression du budget de la défense annoncé en 2018. On ne comprend pas pourquoi on descend en baisse de 850 millions pour monter d'1,3 milliard. Parce qu'à un moment donné, nous sommes dans ce moment, il y a eu le rapport de la Cour des comptes qui incitait très fortement, très brutalement même, le gouvernement à redresser les comptes publics d'ici la fin de l'année 2017. Et donc, le président de la République et le Premier ministre ont estimé indispensable pour rester fort en Europe de mener des mesures dures qui durent jusqu'à la fin de l'année 2017, et le ministère de la Défense, comme le ministère des Affaires étrangères, est victime de ces mesures indispensables, parce que finalement, à certains moments de l'histoire, il peut y avoir des difficultés de concilier à la fois la souveraineté stratégique et la souveraineté budgétaire. Oui, mais on sent et la ça, main c'est de Bercy. l'arbitrage. On sent le retour de la main terrible de Bercy. C'est l'arbitrage du président de la République et l'engagement du gouvernement. C'est pas la main invisible de Bercy, parce que généralement, la main de Bercy, d'ailleurs, elle n'est pas invisible. La main de Bercy est visible, généralement. Voilà. Vous savez qu'elle est visible. Oui. Oui. Et autrement dit, les armées auront-elles compromis en 2025 les 2%, avec toutes les augmentations en milliards que ça représente, pour assurer la sécurité et la protection des Français? Le président de la République s'y est engagé très solennellement le 13 juillet au soir. Et ça commencera dès l'année 2018, avec des augmentations en 2018 très significatives. Il ne faut jamais oublier, c'est vrai que sous la Ve République, le chef des armées, il est à l'Élysée, et c'est encore plus clair, plus net, avec le président Macron. Mais comment on peut, Jean-Yves Le Drian, éviter une
d'abord cette phase de tension là, actuelle dont tout le monde parle, et puis en même temps une blessure durable entre les armées et l'Élysée. Oh, je ne crois pas qu'il y aura de blessure durable. Je pense qu'il y a un moment de crispation. Je n'exagère pas ce moment. Vous qui connaissez si bien le général Donc je n'exagère pas ce moment. Oui. Vous pensez qu'il peut rester? C'est un problème de relation entre le président de la République et lui-même. Je n'ai pas à m'en mêler. Je ne dis pas qu'il doit rester, mais après ce qui s'est passé? C'est à lui d'apprécier, au président de la République, je n'ai pas à m'en mêler. C'est une relation entre le chef des armées, qui est le président de la République, et le chef d'état-major des armées, qui est le général de Villiers. Est-ce que vous dites que personne n'est irremplaçable ou il y a un problème. Qu'il peut encore, puisqu'il a une... on va le savoir dans les heures qui viennent. C'est une discussion qui est réservée à ces deux grands acteurs. D'ailleurs, vous aussi, vous avez souffert de la main visible de Bercy. J'ai vu qu'au niveau du Quai d'Orsay, vous allez perdre en 2017 282 millions. Oui, mais parce qu'il y a cette brutalité de la nécessité que nous vivons tous en ce moment et qui, je l'espère, permettra à la France de garder toute sa place en Europe et d'être en capacité d'initiative dès la fin de cette année pour retrouver les chemins de l'investissement et de l'équilibre budgétaire. Et en 2018, vous allez souffrir davantage pour le Quai d'Orsay? Je n'en sais rien pour l'instant. Non, mais je sais que vous allez vous battre je défendrai pour que les diplomates ne soient pas encore des parents pauvres. Les diplomates sont des gens tout à fait respectables, une profession qui est très compétente, très dévouée, qui prend aussi des risques. Les militaires prennent des risques, mais les diplomates aussi. Beaucoup de diplomates sont des lieux sensibles. Est-ce que la France aura les moyens de sa diplomatie? Est-ce que la France aura les moyens de sa grande stratégie la France a aujourd'hui et de la doctrine Macron? La France a aujourd'hui un réseau considérable de présence dans le monde, reconnu comme tel, jalousé d'ailleurs par beaucoup d'acteurs, jalousé aussi par les acteurs européens. Donc il importe qu'elle garde ce réseau, parce que c'est une force pour l'attractivité de la France, pas uniquement pour ce qu'on appelle l'action diplomatique, mais aussi pour la présence économique, pour l'attractivité et la compétitivité de la France. Ce réseau est tout à fait essentiel. Je voudrais vous poser une question à partir d'un cas, mais qui n'est peut-être pas un cas inédit. L'armée irakienne a capturé à Mossoul une famille française, une femme et ses 4 enfants. Ils sont aujourd'hui détenus à Bagdad. Ils ont combattu avec le père ou le mari, probablement la France. Est-ce que la France veut les récupérer et les juger? Quelle est la position de l'Élysée du Quai d'Orsay? Les choses sont très simples. Bon, d'abord, une famille à Mossoul, dans la période que nous venons de vivre, n'était sans doute pas là pour faire du tourisme. Disons-le, franchement. Ensuite, lorsqu'il y a des prisonniers qui sont faits prisonniers sur le territoire irakien par l'armée irakienne ou par les autorités irakiennes, ces personnes doivent être jugées, donc judiciarisées par la justice irakienne. Ça nous concerne pas. Puisque c'est la nationalité française, avec l'assistance, la présence, la vigilance du consul de France en Irak. Les Français prisonniers par les Irakiens sont jugés c'est la justice irakienne. La justice irakienne. Absolument. Et alors, et si certaines familles parviennent à l'ambassade de France, je ne dis pas qu'elles vont s'en remettre aux forces spéciales, il y en a 350, on ne sait pas les trouver. Mais si elles arrivent à l'ambassade de France, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont rapatriés? Qu'est-ce qui se passe? S'ils se rendent à des autorités françaises, elles seront, ces personnes, que ce soit des femmes ou des hommes, seront judiciarisées en France. C'est déjà arrivé. C'est-à-dire la justice française? La justice française, donc ils sont... fera un procès, les jugera, les condamnera. Voilà. Et les enfants? Ce sont des combattants. Les enfants seront traités, si le cas arrive, dans des organisations spécialisées pour ce faire, dans les services sociaux organisés à cet effet. Mais c'est dramatique, hein, parce qu'il y a eu, on le sait, plusieurs dizaines d'enfants français. Il y a plusieurs dizaines d'enfants français dans ces lieux, que ce soit à Raqqa, que ce soit à Mossoul. Voilà, mais c'est une dure réalité parce que la guerre... ils ont été poussés par Daesh à commettre des crimes. Oui, donc il faudra... Mais les autorités françaises ont prévu ce type de réaction si d'aventure ça se posait. Oui, donc, et il vaut mieux que les djihadistes terroristes, eux,
n'aient pas l'occasion de revenir, n'est-ce pas? Les combattants étrangers, dans ces combats-là, que ce soit à Mossoul ou à Raqqa ou dans d'autres lieux, sont généralement mis en avant par les combattants, les autorités de Daesh pour être les premiers combattants et donc les premières victimes. Vous êtes aussi ministre de l'Europe, Jean-Yves Le Drian, avec Nathalie Loiseau. Entre Emmanuel Macron et la chancelière Merkel, on voit bien que c'est l'idylle. Il y a l'annonce de nouvelles collaborations financières, économiques, militaires. On l'a vu entre Paris et Berlin quand il y a eu le Conseil des ministres mixte du 13. Mais la question douloureuse pour l'Union européenne, c'est le Brexit. On a vu que l'Angleterre ou le Royaume-Uni, s'ils se séparaient, devaient payer une dette de 100 milliards. Est-ce qu'on y tient ou on peut leur faire un cadeau? Non, c'est pas volé. Enfin, il faut garder raison dans tout cela. Les choses sont assez simples. Il y a une décision souveraine de la Grande-Bretagne de se retirer. Ils l'ont écrit, il y a eu un référendum et ensuite ils l'ont demandé. Bon, il faut donc mettre en œuvre le retrait. Il faut d'abord commencer par le divorce. Et dans le divorce qui a été acté par le peuple britannique, il faut mettre en avant les 3 sujets majeurs de clarification qui concernent à la fois le statut des résidents européens en Grande-Bretagne en particulier, de la circulation des personnes. Il faut régler les problèmes de financement. Ce n'est pas la facture. J'ai vu mon ami Boris Johnson parler de la facture. Non, ce n'est pas la facture. C'est les engagements britanniques à l'égard de l'Europe qui doivent être identifiés et réglés. Mais c'est pas le chiffre. Cadeau. Le chiffre. Non, c'est pas une question de cadeau ou pas de cadeau. C'est une question de clarification. Et puis troisièmement, il y a la question des frontières, singulièrement la question délicate de l'Irlande. À la suite de cela, une fois que l'on a acté cette situation, eh bien, on avisera sur les prestations compensatoires, si je peux dire ça. Ça a commencé dans la confusion. Non, pas du tout. Alors, ça commence dans la plus grande clarté. Alors, le mandat a été très nettement donné. Non, mais de notre part. Mais c'est clair. Mais du côté de Theresa May, il y a un gouvernement qui est affaibli, Theresa May connaît une opinion qui varie. Theresa May connaît tout à fait la position de l'Union européenne, la position des 27, unanime. Et la Commission a mandaté Michel Barnier pour mener la négociation. La négociation vient de commencer il y a quelques jours. Il faut la laisser aller jusqu'à son terme. Et une fois que l'on aura acté le divorce, on actera ensuite la manière dont la Grande-Bretagne sera reliée à l'Europe sur un certain nombre de sujets. Comment vous faites? Vous êtes ministre de l'Europe, ministre des Affaires étrangères, et vous êtes aussi en charge du tourisme et de la diplomatie économique qui avait été initiée par Laurent Fabius. Est-ce que vous allez vous engager pour que les entreprises, les grandes et surtout les petites et les moyennes entreprises puissent encore avoir investissent à l'étranger, exportent à l'étranger, puissent créer des accords et des contrats à l'étranger? C'est mon boulot. Le président de la République et le Premier ministre m'ont confié aussi cette mission et je l'assume. C'est-à-dire que je pense que la France a beaucoup d'avancées à faire dans le domaine de l'exportation. Nous ne sommes pas bons depuis longtemps et nous devons retrouver notre place parce que nous avons des entreprises compétentes. Des grandes entreprises qui, elles, arrivent plus que d'autres à exporter. Mais ma préoccupation principale dans le mandat que j'ai, c'est de faire en sorte que les petites et moyennes entreprises soient en situation d'exporter et donc aient confiance en elles pour exporter et confiance en leurs produits et que l'État, les autorités de l'État puissent accompagner dans la plus grande efficacité ce mouvement. Quand vous étiez ministre de la Défense, je me souviens que vous alliez négocier, vous parliez avec les grands chefs d'État ou de gouvernement et qu'une fois que vous partiez, arrivaient ou les industriels ou les entrepreneurs qui bouclaient le voyage. On va continuer. La méthode Le Drian continue là? Je ne sais pas si c'est la méthode Le Drian, c'est simplement la méthode la méthode du bon sens. Et c'est la méthode de l'efficacité. Lorsque j'ai vu dimanche dernier le prince héritier d'Arabie Saoudite, on a parlé de la crise du Golfe. On commence MBS, qu'on appelle Ben Salman, qui a 31 ans, qui est le numéro 2 et qui va probablement devenir le roi. D'ailleurs, c'est vrai qu'il veut réformer l'Arabie Saoudite? Oui, il y a un changement de génération très important en Arabie Saoudite et Mohamed Ben Salman fait partie de ceux qui veulent faire bouger son pays. Il développe un scénario qu'il appelle la vision 2030, qui veut dire beaucoup d'inflexion dans la vie économique, la vie sociale, la vie sociétale, la culture. Bon, il accepterait de donner enfin quelques droits aux femmes. Par exemple, ça fait partie de son projet, de son programme. Alors, est-ce qu'il va pouvoir le
mener rapidement. C'est un sujet réel et nous ne pouvons qu'accompagner cette démarche-là. Mais pour revenir au commerce extérieur, lorsque je parle avec Mohamed Ben Salman, on parle de la crise du Golfe. J'essaye d'essayer de faire en sorte que, ce que m'avait demandé le président de la République, de faire en sorte qu'il puisse avoir des inflexions sur la position. Mais en même temps, on a parlé des sites archéologiques de l'Arabie Saoudite qu'il faut mettre en valeur. On parle aussi de culture, parce que l'attractivité de la France, c'est aussi la capacité d'intervention culturelle. Au passage, est-ce que le Qatar et l'Égypte, qui avaient passé des accords avec nous, reçoivent comme prévu les Rafales qu'on leur a vendus, qu'ils ont achetés? Bien sûr. Ça continue? Oui. Non, ça marche. Oui. Ça continue. Donc il vaut mieux qu'il n'y ait pas de guerre entre l'Arabie Saoudite et... Non, je vous ai dit tout à l'heure que je ne pensais pas qu'on allait aller à cette... Ma dernière question, le tourisme aussi. Grâce au calme qui règne pour le moment, et on touche du bois, dans le pays en 2017, ça marche le tourisme. Moi, je suis très frappé de la capacité de résilience de notre outil touristique. Parce qu'en 2016, c'était après les événements, après les actes terroristes de 2015, certes, le niveau de fréquentation a baissé, mais on a eu néanmoins 83 millions de visiteurs. Donc on est resté en 2016 le premier pays visité au monde. Et maintenant, on va arriver, je pense, à 87-88 millions d'euros en 2017, puisque les chiffres que nous avons sont des chiffres prometteurs. Je me suis fixé comme objectif d'atteindre les 100 millions de visiteurs en 2020. Mais aussi de faire en sorte que ces visiteurs restent plus longtemps, parce qu'on a un tourisme important, premier pays du monde à être visité, plus que tous les autres pays auxquels on pense, l'Espagne, l'Italie, etc. Nous sommes les premiers, très largement, mais nous ne sommes pas les premiers en temps passé et en dépenses effectuées. Donc il nous faut regagner là des positions. Est-ce que vous êtes aidé par la jeunesse, peut-être le sourire d'Emmanuel Macron? Est-ce que ça devient attractif, Brigitte Macron, etc. Ça joue? Je pense que je ne dis pas que c'est l'anecdote, mais ça a une image de la France même de la part du FMI, de l'OCDE. Le fait que le président, d'abord, soit jeune et imprime le dynamisme que l'on connaît, c'est vrai que c'est aussi un élément d'attractivité. Le président de la République fait partie de l'attractivité de la France. Pendant 5 ans, Jean-Yves Le Drian, vous avez été ministre de la Défense. Aujourd'hui, là, dans ce bureau du Quai d'Orsay, est-ce que vous vous plaisez vraiment? Oui, je suis heureux. On ne fait pas quelque chose de bien si on n'est pas heureux de le faire. C'est une dimension totalement nouvelle. C'était bien l'expérience de la Défense m'a donné des atouts pour essayer de réussir et de bien servir mon pays dans cette nouvelle responsabilité. Mais elle est beaucoup plus large. Vous avez parlé de l'attractivité économique, mais il y a l'attractivité globale de la France, l'attractivité culturelle, l'attractivité pour notre modèle, pour notre image. Et puis faire en sorte que la France assume sa place dans le monde, sa place en Europe. C'est un superbe challenge que le président... Ce que vous faites, c'est complémentaire? Oui, ça se complète. Il y a l'acquis de l'expérience qui est utile. Et elle est utile aussi au président Macron. Vous lui dites de temps en temps, à voix basse ou à voix haute, ce que vous pensez. Je suis en confiance avec le président de la République, heureusement. Je suis en confiance avec le président de la République. Sinon, ça ne marche pas. Un ministre des Affaires étrangères est d'abord à la disposition du président de la République. Monsieur Le Drian, je sais que dans vos fonctions, il n'y a pas de vacances. En tout cas, merci d'avoir reçu CNews et de vous avoir accordé cet entretien, vous qui ne parliez pas depuis si longtemps. Si vous avez le droit à quelques vacances, prenez-les bien. Merci. Et l'information continue sur CNews. Bonsoir.